Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour un épisode un peu particulier. Nous nous éloignons de l'écosystème tech autour duquel nous avons l'habitude de graviter. Un pas de côté car dans l'œil de la cyber, le podcast de Gatewatcher participe à l'initiative Podcaston 2026. Concrètement, c'est un événement caritatif mondial qui mobilise des milliers de podcasts. Chaque podcast propose de mettre en avant une association caritative. Dans le cadre de sa démarche RSE, Gatewatcher a choisi de mettre en avant l'association Lazare, une association qui nous tient particulièrement à cœur. Lazare propose des colocations solidaires entre jeunes actifs et sans-abri. Pour nous en parler aujourd'hui, nous accueillons Gratien Regnault, directeur du développement France et international de l'association Lazare. Bonjour Gratien. Bonjour Anne-Laure, ravi d'être là. Et deux colocataires, Marie, anciennement à la rue, tu as rejoint la colocation Lazare de Rennes il y a 1 an et demi. Bonjour Marie. Bonjour alors. Et Kitry, tu as 23 ans, tu es infirmière au CHU de Rennes et tu as rejoint la colocation Lazare également il y a 1 an et demi. C'est ça. Bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, vous avez choisi de vous engager dans cette expérience et nous allons avoir le plaisir d'écouter votre témoignage sur l'impact concret de cette colocation dans votre vie. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, Gratien, et présenter l'association Lazare? Comment est-ce que le projet est né et quelle est sa mission aujourd'hui? Ouais, alors moi c'est Gratien, j'ai 45 ans, je suis issu d'un parcours un peu classique, école d'ingénieur, et puis ensuite j'ai travaillé près de 15 ans dans l'immobilier avant de découvrir cette association qui m'a fait avoir envie de changer de voie. Et pourquoi? Parce que c'est vrai que ça faisait des années que je côtoyais le monde de la rue. Je sais pas pourquoi, peut-être de par l'éducation que j'ai reçue, mais en tout cas j'avais un lien, une sensibilité toute particulière avec le monde de la rue. Et en même temps, avec de temps en temps un peu ce sentiment d'impuissance quand je côtoyais des personnes qui vivaient à la rue. Et donc je m'étais mis, comme beaucoup peut-être des auditeurs aujourd'hui, je m'étais mis à faire des maraudes. Ouais. Et c'est vrai qu'un jour, je me rappelle, j'étais étudiant à Angers, à la gare, et j'ai croisé les pas de Régine qui était assise, et je lui ai tendu un paquet de biscuits, et en fait, elle m'a violemment envoyé balader. Ouais. Et en fait, elle m'a dit, mais t'es qui toi? Est-ce que tu crois vraiment que c'est de ça dont j'ai besoin pour m'en sortir? Et elle m'a laissé vraiment déboussolé avec mon paquet de biscuits sur le trottoir. Et c'est là que j'ai vraiment eu un peu un électrochoc. J'ai réalisé que j'avais une posture qui était vraiment pas du tout adaptée, et je me sentais aussi vraiment dans l'incapacité de construire quelque chose dans la durée, en tout cas avec ces personnes, de concrètement comprendre comment je pouvais les aider. Jusqu'au jour où j'ai découvert Lazare. Et en fait, Lazare, c'est une association qui ne fait rien à la place des personnes de la rue. Elle leur propose simplement de vivre avec elles, dans cette exigence et cette simplicité du quotidien. Voilà, des colocations entre des jeunes, souvent des jeunes actifs, et des sans-abri, avec cette conviction vraiment que, en fait, plus que d'un toit, même si le toit est essentiel pour se reconstruire, plus que d'un toit, c'est aussi de lien social dont Ouais. les personnes ont besoin pour se reconstruire, et c'est ça qu'elles trouvent à Lazare. Et ce qui est beau, c'est que les personnes de la rue s'y reconstruisent, mais ce qui est tout aussi beau et qu'on ne réalise peut-être pas assez, c'est à quel point les jeunes, Kitry pourra nous en parler tout à l'heure, mais les jeunes grandissent en côtoyant des gens qui, comme Marie, comme tant d'autres, ont connu des galères, et en fait sont des gens qui ont tant à nous apporter à nous, à chacun, et à la société. Oui, c'est un bénéfice double en fait pour tout Exactement. le monde. Et aujourd'hui, Lazare, vous avez des maisons partout en France? Ouais, aujourd'hui, alors, on a fêté tout récemment nos 15 ans. Ouais. Donc c'est à la fois un modèle social éprouvé, on a aussi un modèle économique assez innovant où on vise l'autofinancement. Mais en tout cas, aujourd'hui, oui, on a 15 maisons d'ouvertes. On a la 16e qui est en train d'ouvrir au Mans, où on vient de sécuriser un bien. Et on est en passe de sécuriser un dernier bien, c'est l'histoire peut-être de quelques semaines, à Grenoble. Donc on continue à se développer, à être dans une belle dynamique. Ça, c'est pour la France. Et en fait, ce qui est assez beau, c'est de voir que l'international est vraiment venu à nous, des pays, des locaux, en disant en fait ce que vous faites en France, c'est génial, et ça répondrait
à ces mêmes problématiques que l'on vit nous aussi chez nous, malgré un contexte social, économique différent. En fait, on partage la même réalité que vous et on a cette même conviction que ce vivre ensemble, c'est la clé pour aider tout le monde à avancer ensemble et à s'en sortir. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on a ouvert en Espagne, en Belgique et un peu plus tard en Suisse et au Mexique. D'accord. Voilà, et avec aujourd'hui une prospection immobilière active à Londres et une étude en cours au Québec, à Montréal. Est-ce que tu peux parler de votre modèle économique? Comment est-ce que vous arrivez justement à développer votre modèle? Ouais. Alors, en fait, à l'origine, l'idée était de se dire, essayons d'avoir un modèle qui permette, voilà, de viser une vraie pérennité financière. Et donc, ce qui a été imaginé, c'est que, certes, pour se développer, ouvrir une nouvelle maison, on s'appuie à 100% sur des mécènes, particuliers, entreprises, fondations qui vont financer les travaux ou les acquisitions de nos maisons. En revanche, une fois que la maison est ouverte, tout le monde dans la maison paye un loyer. Que ce soit les jeunes actifs, mais que ce soit aussi ceux qui ont connu la rue, grâce au RSA et aux aides au logement qu'on a la chance de pouvoir avoir quand on est dans le système social français. Tout le monde peut payer un loyer, certes, un loyer assez bas, mais tout le monde paye le loyer et le même loyer. Pour une vraie question, tout à l'heure, ma démarche vis-à-vis de Régine à Angers, en fait, était très en fait, infantilisante, très en fait, rabaissante. Oui. Là, l'idée, c'est vraiment que tout le monde se sente au même titre et vraiment conscience qu'il a les mêmes droits, du coup, dans cette maison. Donc, tout le monde paye un loyer, le même loyer. Et ces loyers permettent de couvrir l'intégralité des charges de nos maisons. Et l'objectif, à chaque fois quand on ouvre une nouvelle maison, c'est qu'il y ait même un excédent entre les loyers perçus et les charges pour couvrir en partie, en tout cas pour participer à la couverture des frais de structure de l'association. C'est comme ça qu'aujourd'hui, avec nos 15 maisons d'ouvertes, on est à 60% d'autofinancement. Et voilà, et le double effet qui se coule quand on ouvre une nouvelle maison, c'est évidemment de pouvoir offrir un toit et augmenter notre capacité d'accueil, mais aussi de se rapprocher à chaque fois un peu plus de l'autofinancement. Et ça fait combien de temps que l'association existe? Donc 15 ans. Voilà. 15 ans. Ouais. Exactement, avec évidemment un modèle social le cœur du projet, c'était les colocations. C'est des colocations non mixtes. Mhm. Donc, si je prends l'exemple de Rennes, où habite Marie et Kitry, c'est une colocation où il y a d'une part une colocation de 8 hommes, un autre appartement, une colocation de 8 femmes. Oui. Et en fait, on s'est rendu compte avec l'expérience que pour accompagner notamment nos amis de la rue vers la réinsertion, il y avait un fossé assez vertigineux qui était celui de prendre son indépendance et d'avoir conscience qu'on est capable de vivre en autonomie. Et donc, on a maintenant imaginé à chaque fois, en tout cas dès qu'on le peut, avoir des studios où ça permet cette fois d'être totalement autonome, toujours d'être dans ce cadre bienveillant, dans ce contexte joyeux de Lazare, avec aussi ses règles, hein, mais en tout cas en autonomie, de se rassurer sur cette capacité à faire ses courses, cuisiner, et puis du coup, c'est vraiment un tremplin pour derrière prendre son envol et trouver un logement en diffus. Est-ce que vous proposez aussi un accompagnement vers l'emploi? Ouais, c'est vrai que je décrivais ce qui se vivait dans nos maisons. Donc, on l'a compris, dans nos maisons, ce sont que des gens qui sont volontaires pour venir vivre cette aventure de la rencontre. On a aussi une famille bénévole, encore une fois, qui est là, qui vit sur place dans son petit appartement, avec ses enfants si elle en a, pour animer, gérer le lieu, être un peu ce chef d'orchestre. Voilà, s'assurer aussi, être garant aussi du cadre et parfois être figure d'autorité quand cela le nécessite. Mais par contre, nous, l'association, autour de cette famille et de ces colocations, on va structurer un vrai accompagnement professionnel, Mhm. à commencer par un travailleur social, mais aussi aujourd'hui accompagner les addictions de nos colocataires, donc à travers un patient expert, donc quelqu'un qui a lui-même connu l'addiction Ouais. et qui va vraiment être, encore une fois, toujours dans cet esprit Lazare. Ça va pas être le professionnel qui finalement sait très bien techniquement, scientifiquement comment gérer le sujet, mais qui l'aura pas vécu. C'est vraiment quelqu'un qui l'a vécu, Ouais. qui du coup va se retrouver, on va dire, au même niveau que la personne, avec la même expérience et qui va être en plus être un super témoin de cette possibilité de s'en sortir. Ouais.
Voilà. Donc un patient expert sur le sujet de Ils l'addiction. viennent témoigner dans les colloques? Ouais, ils viennent témoigner, ils viennent même voilà, à intervalles réguliers Ouais. pour rencontrer les collègues qui sont disponibles H24 Ouais. pour répondre à un coup de fil, à des questions. En fait, souvent, quand, voilà, quand cette envie de retomber dans l'alcool, dans la drogue revient, c'est souvent maintenant, tout de suite, qu'on a besoin Ouais. de pouvoir passer un coup de fil. Mais ils ont cette présence importante au sein de nos maisons. Ils passent souvent quelques jours de suite quand ils viennent dans nos maisons pour qu'il y ait un vrai lien de confiance en fait qui se construise. Parce que sans la confiance, que ce soit le travailleur social, que ce soit le patient expert, que ce soit les voilà même dans la vie de coloc, il n'y a rien qui peut se construire. Voilà, donc tout ce réseau de professionnels va venir en fait se tisser autour de la famille et la famille va justement voilà orchestrer tout ça euh, et accompagner chaque coloc en fonction de son profil, de ses fragilités, dans ce processus de réinsertion jusqu'à, oui, ce travail sur la réinsertion professionnelle. Pour s'assurer en fait que, il y a une vraie, harmonie au sein de la colocation, qu'il y ait pas justement éventuellement ces addictions ou ces difficultés, à revivre, en communauté, qui viennent, Oui, du coup tirer vers le bas. exactement. Le curseur, il est que ça vienne pas tirer tout le monde vers le bas. Mmh. Voilà, la famille, elle est vraiment le garant de ça. Ouais. Savoir les fragilités, Mmh. évidemment qu'il y en a à Lazare. Et d'ailleurs, ce qui est touchant de temps en temps, Ouais. c'est que les plus fragiles, c'est pas forcément les sans-abri. On a aussi des jeunes qui, en fait, on réalise après coup, ils ont des grosses fragilités. Ouais. Ils arrivent eux aussi avec des grosses casseroles affectives, familiales, addicto aussi. Ouais, ouais. Voilà, mais en fait que c'est les addictions des uns, les fragilités des uns et des autres ne viennent pas tirer tout le monde vers le bas. Donc la famille va peut-être à un instant donné juger bon de peut-être pas accueillir un profil avec cette même grosse fragilité parce que voilà, elle pourrait, Bien s'il y a sûr, 3 personnes qui souffrent d'une problématique d'alcool, ils pourraient se bien tirer sûr, vers le bas. bien sûr. En revanche, on a des personnes, notamment à Rennes, qui souffrent d'une addiction à l'alcool, d'autres de troubles psy, parfois forts. Mmh. Mais l'idée, c'est que le collectif soit justement là pour venir apporter le calme, la stabilité qui permettent la reconstruction. Donc finalement, est-ce qu'il y a des critères, pour rentrer dans une colocation tant, quand on est jeune actif que quand on vient de la rue? Ouais, alors j'ai envie de dire, en fait, il y a un seul critère Oui. qui est celui d'accepter de vivre cette rencontre, voilà, D'accord. qui se vit dans tous les petits détails du Ouais. quotidien. Donc ça se traduit comment pour un jeune actif? C'est en fait ne pas venir là pour un loyer attractif, mais en Mmh. fait passer ses soirées, ses week-ends avec sa vie sociale trépidante. Et du coup ne jamais avoir de moments gratuits, de disponibles, de présence pour Ouais. voilà, une discussion, un moment convivial, fêter un anniversaire, etc. Et pour les personnes de la rue aussi, c'est aussi ça, se dire en fait, vous venez pas là pour trouver un toit. Mmh. Lazare, on fait pas d'accueil d'urgence, mais vous venez là pour justement ce vivre ensemble et donc accepter, tout comme l'ensemble de vos colocs, de partager les services à tour Mmh. de rôle, le ménage, les courses, la cuisine, et puis voilà, et puis aussi ne pas être tout le temps, parfois les personnes de la rue ont eu cette habitude de beaucoup marcher, voilà, ils ont leurs amis qui peuvent être encore à la rue ou ailleurs, et ils peuvent eux aussi être tentés de jamais être à la maison. Donc là, l'idée, c'est vraiment que voilà, qu'il y ait un temps de présence Ouais. à la fois obligatoire, un repas de colocation par semaine, un repas donc à l'échelle de sa colocation, par exemple qui trie Marie, une fois par semaine, elle se retrouve toutes les 8. Mais à l'échelle aussi de la maison, le repas du vendredi soir, ça c'est des engagements, mais il ne faut pas que ça se limite à ça. Voilà, Mmh. il faut que la gratuité du vivre ensemble aussi, elle se décline de façon voilà, spontanée. Et pour la partie, famille, famille d'accueil, je sais pas comment ça s'appelle, enfin famille qui va du coup, vivre, au quotidien, au sein de cette, colocation. Quels sont, les critères pour, quand on est une famille et qu'on a envie de s'investir, chez Lazare? Ouais. Et combien de temps ça leur prend? Ouais. Voilà, comment ça fonctionne? Donc ouais, les familles, il y a pas de critères, on cherche pas des professionnels
dans le social, en addiction ou quoi. C'est vraiment une famille qui d'abord a cette envie de faire quelque chose. Et c'est beau, c'est les familles qui disent en fait, oui, on peut partir en mission humanitaire, on peut partir à l'autre bout du monde, mais en fait, pourquoi ne pas essayer d'être acteur là où je suis, là où j'habite. Ouais. Et donc voilà, donc, qui a envie de se mettre au service voilà, les problématiques sociales de leur ville, de leur quartier, et plus particulièrement du sans-abrisme. Elles viennent là donc avec leurs enfants. Elles s'engagent pour 3 ans, donc c'est Ouais. quand même une mission engageante. Ouais. Et pourquoi 3 ans? Parce que en fait, voilà, la relation de confiance, d'amitié, ça se construit dans la durée. Les jeunes actifs s'engagent pour 1 an, Ouais. parce que si on leur demandait plus, en tout cas à J0, ce serait C'est dur de se projeter. voilà, Ouais. ce serait dur pour eux de se projeter. En revanche, on en a à peu près 50% qui repartent pour une 2e année. D'accord. Donc c'est quand même, malgré l'exigence de la mission, c'est beau, ouais, de voir que 50%, comme Kitri, elle nous en parlera tout à l'heure, mais en fait, ça lui donne envie quand même de continuer à vivre ces moments, ces belles amitiés. Et pour revenir à la famille, donc 3 ans, et en fait, ce qu'on leur dit, c'est qu'il faut qu'à l'échelle du couple, il y ait un mi-temps de disponible pour la mission. Ouais. Voilà, parce que évidemment, c'est plein de moments, le soir, le week-end, on croise les colocs, et puis on va sentir qu'il y a un besoin, des moments aussi imprévus, mais on sait qu'il y a quand même un minimum de disponibilité à avoir, et c'est estimé à un mi-temps. D'accord. Et alors, est-ce que tu as un exemple d'une anecdote qui illustre concrètement l'impact humain de cette colocation? Bah, il y en a plein, mais oui, enfin, moi j'aime bien toujours citer le premier colloque de la maison de Rennes, comme ça on Ouais. va vraiment rester sur cette belle maison, qui a été François. Et François, lui, il souffre de troubles psy et d'une grosse addiction à l'alcool aussi, qu'il a développé à travers ses années à la rue. Et François était le premier coloc à arriver à la maison, mais en fait, à peine arrivé, il a dû aller faire un séjour en hôpital psychiatrique. D'accord. Et en fait, il connaissait à peine ses colocs. Et lui qui souffrait d'avoir été abandonné par sa maman quand il était jeune, en fait, il en revenait pas de voir que ces jeunes qu'il avait côtoyés à peine quelques jours, quelques semaines, se sont relayés à l'hôpital pour voilà, qu'il soit jamais seul trop longtemps. Donc ça a été pour lui un peu une découverte voilà, de ce qu'était Lazare, cette famille qui est là justement quand on va pas bien. Et toujours pour parler de François, François, voilà, ça fait maintenant un peu plus d'1 an qu'il est dans la maison. Il a tissé des beaux liens d'amitié. Et un jour, un repas de l'amitié, donc la maison Lazare a l'habitude, une fois par mois, de s'ouvrir sur le quartier, la ville dans laquelle elle s'inscrit. Donc n'importe qui, personne de la rue, vous, moi, en seul, en famille, on peut venir partager un moment convivial, en général le dimanche, dans cette maison. Et ce jour-là, j'arrive pour vivre ce repas de l'amitié en famille, et je croise François avec sa tête des mauvais jours. J'ai pas le temps de lui parler, il passe à côté de moi, et je comprends pas ce qui se passe. Et c'est que plus tard qu'on me dira, en fait, là, il vient de recroiser une de ses vieilles fréquentations de la rue avec qui il s'est battu. Et François, en fait, ne sait pas gérer ses émotions. Et en fait, le revoir, ça l'a mis dans un état de mal-être tel qu'en fait, il partait, bille en tête, dans le premier bar du coin pour s'en coller une. Et essayer d'oublier voilà, tous ces mauvais souvenirs qui lui remontaient. Et en fait, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'en fait, ce jour-là, François a commandé sa bière, a commencé à la boire, mais en fait, a eu cette clairvoyance de dire, en fait, là, je suis en train de faire une grosse connerie. Et il a pris son téléphone et il a appelé Mathieu, son coloc. Ça faisait quand même quelques temps qu'ils étaient ensemble, ils avaient construit une belle relation. Et Mathieu, ni une ni deux, débarque, se pose à sa table, discute, et au bout de quelques temps, dit à François, en fait, est-ce que tu veux pas qu'on aille jeter ta bière et on se recommande un bon coca tous les deux? Et en fait, c'est comme ça qu'à un moment qui aurait pu être un gros moment d'échec, où François aurait pu retomber dans son addiction avec parfois voilà, ce cercle vicieux qui se remet en place, en fait, est devenu en fait un moment vraiment finalement où François a gagné, enfin, ça a été une vraie victoire. Ça ne veut pas dire qu'il est sorti de cette addiction, mais une vraie victoire dans ce combat du quotidien. Et moi, ce qui me touche, c'est de voir à la fois cette humilité,
de François face à sa fragilité Ouais. pour appeler à l'aide à ce moment-là, au moment où on pourrait avoir honte, ça y est, d'être retombé. Et puis de voir en fait cette relation de confiance sans Ouais. qui C'est très beau. jamais il aurait appelé à l'aide et sans qui jamais Mathieu aurait été capable de l'accompagner vers voilà, à s'arrêter dans cette consommation d'alcool. Et pour moi, c'est ça, Lazare, c'est ces liens, à la base, ces rencontres, ces gens qui auraient jamais dû se rencontrer, Ouais, ouais. qui finalement tissent des liens d'amitié suffisamment forts pour un jour, en fait, en arriver à cette relation de confiance, à ce regard. On Ouais. sent que l'autre pose sur soi un regard qui est pas du tout dans le jugement. Ouais. Et ça, voilà, ça m'a C'est profondément touché. magnifique. Merci beaucoup, Gratien, pour ce beau témoignage. Alors, j'aimerais maintenant qu'on plonge dans la vie très concrète de deux colocs, nos deux colocs Lazare de Rennes. Donc, on a la chance d'avoir avec nous Kitry et Marie. Marie, est-ce que tu accepterais de partager avec nous ton parcours de vie? Oui. Avant que j'étais à Lazare, j'étais mariée pendant 2 ans et à la cause de la violence de mon mari, je quittais la maison de mon mari et je me retrouvais en fait sans logement. J'appelais 115. 115 me trouvait logement, foyer, 5 jours dans l'endroit, 5 jours dans l'autre. Quand elle ne m'appelait pas pour me trouver un logement, j'avais trouvé un hôtel qui était un petit peu moins cher pour moi. Et c'est ça, je me trouvais dans la rue en fait. Ma situation, c'était triste. J'étais très triste et je me sentais très isolée. Oui. En fait, pour comprendre un peu ton parcours, tu es arrivée en France avec ta mère ou ta mère était déjà en France? Oui, Donc, tu avais finalement de la famille avec toi. Ensuite, tu as... j'étais dans la maison en fait. Ouais, Je n'étais pas dans la rue. ouais, Après, j'ai connu le monsieur et je me suis mariée. mariée. D'accord. Et donc, finalement, c'est un parcours de vie relativement classique au démarrage, Mm. avec de la famille autour de toi. Tu construis une vie avec de l'amour, avec des amitiés, avec ta mère, et puis... J'étais loin de la vie de rue en fait, Ouais, pour toute ma vie. Toute ma vie, j'étais loin de la rue loin de la vie de rue. ouais. Et puis, à un moment donné, tout bascule et tu dois partir, en fait, c'est ça? Oui. Et là, donc... Ça a changé beaucoup ma vie. J'avais une autre ambiance. J'avais ma vie dans la maison de mon mari, mais c'était pas possible que je Que tu restes. reste là. Tu avais un travail à ce moment-là ou tu avais... Non, je n'avais pas un travail. Et donc tu pars et là tu découvres du coup la rue. Dans ce moment-là, j'ai fait un choc traumatique. Par rapport à ça, j'étais hospitalisée. Et dans l'hôpital, ma assistante sociale de l'hôpital m'a dit qu'on va te trouver un logement. J'imagine que c'était un logement, un foyer de 115 de SAMU social, un foyer où j'étais complètement isolée. Je me sentais isolée et ma vie, c'était comme ça. Mais quand ma assistante sociale de l'hôpital m'a dit que c'est une maison dans le Rennes qui s'appelle Maison Lazare, où tu dois vivre avec cette femme, je me sentais très heureuse. Rassurée. Et pour moi, c'était un lieu de confiance. Je pensais que je dois créer le lien social avec les autres femmes. J'étais heureuse et pas isolée. Finalement, c'est ce qui t'a le plus marqué dans ta période à la rue, c'était la solitude. La solitude, et le jour c'était très long, j'étais triste. Une fois, SAMU social m'a trouvé le logement, un foyer par 5 jours, peut-être une semaine.
Autrefois, je peux trouver un hôtel qui était moins cher. C'est Tu avais ça, cette incertitude, en fait. incertitude, oui. Ouais. C'était la vie très triste et le jour, c'était très long pour moi. Tu n'avais pas de personnes à qui te confier ou tu n'avais pas Non. de personnes qui étaient dans la même situation que toi qui pouvaient... Je voudrais parler en fait avec les gens qui étaient dans la rue à la cause de peur. Tu avais peur de leur Ni parler. le groupe, ni le genre de la rue. Et donc, finalement, ce choc que tu as eu, un jour, comment ça s'est passé? Tu t'es réveillée, tu pouvais plus marcher, c'est ça? Oui, je pouvais plus marcher. J'avais les jambes et main toute paralysée. Je peux pas bouger, pas du tout. Et ça, c'était une situation horrible pour moi. Je me réveillais à l'hôpital. C'est très je angoissant, savais pas, bien sûr. oui, je savais pas où était en fait, mais c'était l'infirmière qui m'a dit que tu es dans l'hôpital. Mhm. T'inquiète pas, reste calme parce que nous sommes occupés pour toi. Et dans ce moment-là, dans l'hôpital, c'était tout l'infirmière qui me donnait la nourriture, qui s'occupait pour moi, que me nettoyait, que faire toutes les choses par rapport à moi. Mhm. Donc ça, c'était en réaction finalement à cet épisode de vie difficile où tu as du coup fait cette réaction de... Cette réaction par rapport à la situation que j'avais en fait. Ouais. Et là, donc à l'hôpital, tu rencontres une assistante sociale, c'est ça? Je rencontre un assistant social. L'assistant social m'a dit qu'on va te trouver un logement. Parce qu'avant, par rapport au logement que j'avais avant, c'était un foyer où je me sentais isolée en fait. Ouais. Par rapport au logement qu'on m'a trouvé le 115. D'accord. Et j'imagine toujours un foyer où j'étais complètement isolée. Je n'avais pas aucun contact avec les autres. Ouais. Mais quand elle m'a dit que tu peux vivre avec cette femme, dans ce moment, j'étais très enthousiaste. J'imagine. Ouais. Et vous, J'étais très Lazare, vous enthousiaste. avez des liens du coup avec les hôpitaux pour justement proposer votre aide à des personnes en détresse? Ouais, bah, on a la travailleuse sociale, donc notamment à tous ces liens. Après, c'est vrai que dans l'accompagnement vers le soin, aujourd'hui, on est en train de travailler ce sujet et on essaye d'avoir des psychiatres, des psychologues et des médecins Mhm. qui puissent justement aussi entendre les problématiques qui se vivent par les colocs. En fait, l'accès aux soins, c'est une vraie problématique, notamment beaucoup de traumatisme vis-à-vis du soin, beaucoup de perte de confiance plutôt. En fait, on a beaucoup de nos colocs qui ne croient plus dans le système ni social ni de santé en France. Donc il y a tout un travail aussi pédagogique pour redonner cette confiance dans le système de santé et pour que les gens repartent voir un médecin et aillent se soigner. Beaucoup de nos colocs ces dernières années sont malheureusement décédés et quand on leur a détecté souvent leur cancer ou leur maladie grave, en fait, il était bien trop tard. Ouais. Parce que pendant des années, voire des dizaines d'années, ils fuyaient le système de santé. Ouais. Donc oui, on a ces professionnels de santé. Et en fait, c'est tout comme le travailleur social, tout comme le patient expert, c'est des gens qu'on fait venir dans nos maisons, au cœur de nos maisons, où il y a un petit bureau qui est dédié pour ça. Pour que justement, encore une fois, ce lien de confiance s'instaure, pour que des moments un peu gratuits, un café le matin, parfois la travailleuse sociale organise un petit café croissant, voilà, des moments en fait où tout simplement il y a de l'humain qui commence la journée et puis derrière ensuite on va prendre au cas par cas les problématiques administratives, sociales, de santé des uns et des autres. D'accord. Et alors Marie, comment s'est fait la rencontre avec l'association? Est-ce qu'ils sont venus te voir à l'hôpital ou est-ce que on a attendu que tu ailles mieux et que tu sortes? Dans ce moment, ma assistante sociale m'a dit qu'il existait une maison dans la Rennes, qui est Maison Lazare, où tu dois vivre avec cette femme. J'étais d'accord et j'étais très enthousiaste par rapport à ça. Après, ma assistante sociale m'a dit que tu dois faire 3 entretiens, un avec la famille responsable, un avec l'assistante sociale de Maison Lazare et un avec le responsable de colloque Lazare.
J'ai fait le 3 entretiens. Je connais le famille responsable qui était très sympa, très agréable et m'accueille très très bien. Aussi, assistante sociale, c'était très agréable avec moi. Et le responsable de colloque, c'était très très bienveillante avec moi. C'était toi qui trie? Non, à ce moment-là, c'était pas moi. Non. Et je me sentis très très bien et je priais en fait que je peux arriver un jour dans la maison Lazare. J'attends parce que la famille responsable m'a dit que nous avons une réponse pour toi cette semaine. Dans ce temps-là, je continue à être hospitalisée. Après 3 jours, j'ai reçu un appel. Et la famille responsable m'a dit que tu es bienvenue chez nous. Et j'étais très, très heureuse. Elle a envoyé le responsable de colloque venir avec voiture pour me prendre avec la valise dans l'hôpital. Et ça, c'était très, très bon signe pour moi. Et j'arrivais dans la maison Lazare. Et ce qui est très beau, c'est que le lendemain de l'arrivée de Marie, je lui propose de faire un peu un tour de quartier pour lui montrer les environs. Donc on se connaît pas encore, enfin juste c'est ma nouvelle coloc, elle vient d'arriver, bon je suis sympa, je montre le quartier, mais voilà. Et Marie me dit, mais assez solennellement, ici ma nouvelle vie commence. Et je comprends que c'est une phrase importante, mais je sais pas exactement ce qu'elle veut dire. En fait, j'ignorais tout son parcours. Je savais pas que ça faisait 3 ans qu'en fait, elle était hospitalisée, incapable de marcher, qu'elle avait vécu la rue, des violences conjugales. Et en fait, cette phrase était hyper forte. Et maintenant, ça fait 1 an et demi, je crois, 1 an et demi qu'on est coloc. Et en fait, maintenant, avec le recul, cette phrase, elle était folle. Et elle était très, très visionnaire, parce qu'effectivement, sa nouvelle vie a complètement commencé à Lazare. À ce moment-là. Alors justement, toi qui tries, est-ce que tu peux nous raconter aussi un petit peu ton parcours de jeune femme, jeune active, et qu'est-ce qui t'a amené à l'association Lazare? Comment est-ce que tu en as entendu parler et quel a été le déclic finalement pour rejoindre une colocation? Et moi, j'en ai entendu parler par une amie qui faisait partie de la colocation. Et en fait, je trouvais ça assez intriguant. C'est marrant, cette coloc intergénérationnelle où elle me parlait de ses colocs, elle me parlait de Daniel, de Michel. Ok, c'est incroyable avec les prénoms, c'est très parlant quoi. Et du coup, je sais pas, il y avait quelque chose qui m'attirait beaucoup à la fois dans le côté du coup intergénérationnel. Puis j'étais curieuse, je trouvais que c'était une vie qui avait l'air un peu, elle m'expliquait tout ce qui se passait à la coloc, il y avait plein de rebondissements, c'est un peu l'aventure tous les jours avec les colocs, donc ça m'intriguait beaucoup. Et puis il y avait quelque chose aussi un peu plus profond où je trouvais qu'en fait c'était Lazare venait complètement un peu à l'encontre de ce qu'on a l'habitude dans la société où tout est très cloisonné, où les personnes âgées souvent sont entre elles, les personnes handicapées aussi, et les personnes à la rue en fait pareil on les invisibilise. Invisibilise. Voilà, merci. C'est dur à dire. Complètement. Et du coup on sait pas ce qu'elles ont à dire, on fait en sorte de pas les voir aussi parce que je pense qu'en tant qu'être humain on se sent très impuissant en fait, comme disait Gratien face à cette souffrance, et du coup le mécanisme de défense le plus simple c'est de se camoufler, de faire comme si ça n'existait pas, sauf qu'en fait c'est pas réaliste, que la souffrance dans tous les cas elle existe. Par contre ce qui est réaliste c'est d'apprendre à y faire face et d'y faire face ensemble, et du coup ça je trouvais ça beau ce que proposait Lazare de faire face ensemble à la souffrance. Alors parfois ça permet de trouver des solutions, on a déjà vécu ça plusieurs fois à la coloc et c'est très beau, et parfois il n'y a pas de solution mais juste on est ensemble et en fait ça change vraiment tout. C'est un exemple en particulier qui te vient à l'esprit? Il y en a plein, mais une de nos colocs notamment qui avait des gros problèmes d'addiction à l'alcool. Ça a été compliqué pendant 1 an, elle a lutté contre ça, elle était à la coloc et en fait parfois on devait aller la chercher dans des états un peu dramatiques parce qu'elle nous appelait et ça allait pas du tout, s'il vous plaît venez me chercher et tout, et on allait la chercher et en fait effectivement il n'y avait rien qu'à aller, on l'a retrouvée dans la rue, elle avait beaucoup trop bu, elle était trempée, c'était hyper dur, et donc on la met dans la voiture, je sais plus, en pleine nuit à Rennes. Et là, elle nous dit, les filles, s'il vous plaît, mettez du Jean-Jacques Goldman à fond. Et du coup, on ouvre les fenêtres, on balance du Jean-Jacques Goldman à fond dans la voiture. Et c'était fou, parce qu'en fait, la situation, telle quelle, elle était hyper dure. Il y avait plein de souffrances, on voyait bien que notre coloc, elle allait pas bien, que c'était hyper dur. Mais en fait, on était qu'entre filles, dans la voiture, en train de chanter du Jean-Jacques Goldman à fond. Et à la fois, ça change rien, et en fait, ça change quand même tout.
Et rien que dans le regard en fait, de notre coloc, on a bien vu qu'il y avait quand même un lien d'amour et de confiance qui se crée, qui changeait tout à sa situation. Est-ce qu'il y a eu un moment de doute parfois justement dans ce genre de situation, de te dire mais en fait c'est trop gros pour moi, la responsabilité, j'ai pas été formée justement pour prendre en charge des addictions ou pour, je sais pas, je n'y connais rien, c'est trop pour mes épaules, en fait j'ai rien à faire là, je sais pas, est-ce que c'est des choses que tu as pu te dire parfois? Ouais, ouais, souvent. Ouais, bah oui, c'est dur. En fait, on est jeune, on n'y connaît rien. Oui, c'est dur. Surtout le problème des addictions, c'est un problème. On se sent hyper impuissant, quoi. Et en même temps, c'est pas parce qu'on est impuissant qu'il faut partir. Enfin, c'est aussi humble. Enfin, voilà, je suis humaine, j'ai 23 ans, franchement. Et même, je pense que même en étant plus âgée, face à l'addiction, je peux rien faire. Mais par contre, je serai là et on va lutter contre la chose ensemble, quoi. Enfin, c'est vraiment notre force, c'est vraiment d'être ensemble. Et il y a quelque chose de... En tout cas, il y a quelque chose qui joue vraiment entre femmes dans cette coloc où tant qu'on reste unis, en fait, c'est là où ça marche, quoi. Ouais. Mm. Et alors, j'imagine que ça doit demander quand même une grosse capacité d'adaptation, hein, de passer de la rue où on est sans cesse sur le qui-vive, où on peut pas faire confiance, hein, comme ce que vous disiez, Marie, et à une colocation où là, les relations humaines, elles sont très, très proches, très intimes, hein, c'est complètement chamboulé. Comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre finalement? Pour moi, l'adaptation, la capacité d'adaptation, c'est accepter les autres comme ils sont, avec son qualité et avec son défaut. Ne peut pas souffrir pour les autres, mais accepter avec humanité et bonne humeur. Ça, c'est dans le Lazare que j'ai appris. Avant, j'étais pas dans cette ambiance, jamais vivre avec cette femme, mais maintenant que j'ai essayé cette épreuve, je suis capable de vivre et être plus flexible. Ouais. Mais c'est beau parce que c'est ce que je retiens de ce message, vous le dites tous les trois, hein, c'est vraiment pas de jugement, s'adapter aux autres sans filtre, en fait, tels qu'ils sont. Quels qu'ils sont, Ouais, avec son qualité, avec avec son ses défauts, défaut. ouais, c'est très beau. Et toi, Kitri, est-ce que ça t'a demandé des efforts d'adaptation, de travailler sur toi, d'intégrer cette coloc? Ouais. Oui, j'ai appris plein de choses pendant cette coloc. J'ai appris à écouter du Jean-Jacques Goldman, je faisais pas ça avant. Ouais, ça m'a beaucoup appris. En fait, ce que je trouve très beau, c'est que je suis à un âge où j'apprends à me construire en tant que femme. Et en fait, là, j'ai l'opportunité qui est assez dingue de me construire avec des femmes comme Marie, qui sont d'une résilience incroyable, mais aussi mes autres colocataires. Enfin, vraiment, c'est des femmes, on sent, elles ont une force en elles qui est hyper belle et qui, du coup, moi, m'aide beaucoup à me construire. C'est un exemple, en fait, pour toi. Ah ouais, je trouve ça, ouais. Je suis avec des femmes hyper inspirantes, mais au quotidien, quoi. Ouais. Quand je me réveille le matin, je les vois au petit-déj, et c'est des femmes hyper inspirantes, j'ai trop de chance. On relativise ces problèmes quand on voit ce qu'elles ont traversé. Ouais, beaucoup, ouais. Et bon, de toute façon, je pense que dans la vie de tous les jours, on a toujours besoin d'avoir une certaine capacité d'adaptation. Mais c'est vrai que en colocation, j'imagine encore plus. Qu'est-ce que la coloc a changé pour vous deux au quotidien sur le plan personnel? Donc, on a compris ce côté un peu ne plus juger, accepter les autres tels qu'ils sont. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont changé dans votre quotidien? Je pense que vivre en colocation Lazare, ça veut dire favoriser convivialité et créer le lien social, les choses que sont enrichissantes dans le plan personnel. Vivre dans le colloque Lazare, ça veut dire aussi flexibilité, solidarité, support dans le plan émotionnel. Je pense que les gens de la rue ont très besoin pour ça. Ouais. Et j'ai compris ça, juste vivre dans le colloque Lazare. Et toi, Kitri? Et moi, je pense qu'avant, j'étais beaucoup aussi dans le contrôle, dans l'organisation de ma vie. Tout était bien organisé, contrôlé.
À Lazare, j'ai compris que ça pourrait bien, ne plus être possible parce on est dans une maison, on vit à 19, donc il y a toujours des propositions à droite à gauche, des situations d'un coup à gérer qu'on n'avait pas prévues. Et du coup, ça m'a appris un certain lâcher prise. Et Quand tu dis 19, parce que moi j'avais compris qu'il y avait 7 colocs. on est 8 chez les femmes, 8 chez les hommes, plus 3 studios. D'accord, donc c'est 2 maisons séparées, une Non, homme et une femme ou on est dans une grande maison et au premier étage, il y a les hommes D'accord, et au deuxième étage, il y a les femmes. d'accord. Et donc il y a des moments où c'est des dîners conviviaux où il y a tout le Ouais. monde. D'accord. Ouais, il y a pas mal entre les filles et les gars, on fait pas mal de trucs ensemble. On a aussi notre intimité voilà, dans notre appartement, mais en fait, on a une grande salle commune en bas avec une cuisine et un salon, et du coup, on peut faire et on a un jardin en commun. Donc ça permet de se réunir, c'est assez sympa. Et du coup, ouais, ça a permis un certain lâcher prise. Et puis je pense que c'est chouette parce que je repars un peu avec... là, depuis que ça fait 1 an et demi que je suis à Lazare, donc j'ai eu le temps d'avoir pas mal de colocs. Et je vois bien qu'à chaque fois, chaque coloc qui passe, en fait, nous apporte quelque chose. Et très concrètement, tout à l'heure avec Marie, on a eu un problème de train. Moi, c'est le genre de truc qui peut vite me stresser. Et Marie, c'est le calme incarné et l'apaisement. Et en fait, c'est trop bien ce que je lui disais de sortir d'un train. Je me disais, mais c'est trop bien parce que dès que je suis avec toi, Tout va bien. tout cool, c'est ok, on relativise. J'ai d'autres colocs qui sont elles sont toutes extraordinaires et elles m'apportent toutes quelque chose. Donc, Et au quotidien, c'est quoi les règles dans la coloc des femmes? Alors, qu'est-ce qu'on vous a dit, Marie, quand vous êtes arrivée? Alors, il faut faire comme ci, comme ça, je sais pas, comment ça se passe? Quand j'arrivais pour Ouais. la première fois Ouais. Quand j'arrivais pour la première fois dans le colloque Lazare, c'était vendredi Ouais, et c'était le dîner de maison. d'accord. Hommes et femmes faire un dîner ensemble. D'accord. Je ne savais pas ça. C'était le responsable de colloque qui m'a expliqué que chaque vendredi, nous avions dîner de colloque. Et nous dîner ensemble, discuter ensemble. J'arrivais en bas avec le responsable de colloque et c'était une ambiance très, très familière. Une grande table avec les choses pour manger. C'était le responsable de colloque qui m'a présenté tous les hommes de famille de Maison Lazare et les femmes aussi que j'ai connues. Après, nous sommes allés pour manger et discuter ensemble. J'étais à côté de Kitri. Nous avons parlé ensemble et mangé ensemble. Le lendemain, c'était samedi. Et un colloque m'a dit que nous avons un plan de partager les tâches ménagères. J'étais dans ce plan et c'était écrit commune. Je lui dis, ça veut dire quoi commune? Parce que je ne connais pas ça. Elle m'a expliqué que tu dois s'occuper, nettoyer l'escalier de Maison Lazare et le couloir, parce que chacun de nous a une tâche ménagère et nous partageons ça tous ensemble. Je me sentis très vivant. Je me sentis très utile, oui. intégrée dans le premier jour dans une tâche ménagère. J'étais vraiment très, très heureuse. Le lendemain, c'était dimanche. Nous sommes allés avec Kitri et Elisabeth, notre colloque, dans une messe. Ouais. Et après, c'est Elisabeth qui a préparé un déjeuner où nous déjeunons ensemble. C'était très bien, je me sentis très bienvenue et très bien entre elles. Super. Et après, du coup, la semaine, il y en a qui partent travailler. Ouais, c'est ça. Nous, les jeunes actifs, il y en a qui travaillent, il y en a d'autres qui sont au chômage, il y a un peu tout. Et dans les personnes qui viennent de la rue, pareil. Et sinon, ce qu'on demande, en fait, c'est qu'il y ait un dîner par semaine, du coup, obligatoire en coloc pour qu'on se voit, pas que ce soit un peu des va-et-vient dans la maison. Et voilà, de respecter les tâches ménagères, comme disait Elda. Et voilà, en gros. En fait, assez simple, finalement, des règles assez... Oui, comme une assez... coloc normale, Ouais, hein, c'est en ça. fait. Ouais. Comment dire, des règles assez classiques de vivre ensemble. C'est ça, ouais. Mais c'est juste qu'on se rend compte que l'idée, c'est quand même de passer du temps à la maison, parce que plus on passe du temps avec les colocs, c'est ça aussi les fruits qu'on récolte à Lazare, quoi. Peut-être une dernière question pour vous deux. Qu'est-ce que cette expérience vous a fait voir et vous fait voir autrement chez les autres?
cette expérience, pour moi, c'est exceptionnel parce qu'on m'a appris à accepter les autres, donner les autres support émotionnel, être solidaire avec les autres dans chaque situation. Parce que nous avions coloc qui avait une addiction, par exemple l'alcoolisme chez nous, et quand elle arrivait, on fait près de sa chambre, on fait douche parce qu'elle peut pas, elle était dans cette situation-là quand elle peut pas faire la douche, on autre préparait un plat chaud. Un autre mettre son vêtement dans la machine à laver. C'était tout en solidarité pour qu'elle se réveille très tôt et se sentit dans sa famille, en fait. Ça, c'était une grande solidarité que j'ai vécue dans la Maison Lazare et j'ai participé avec mes colocs. Et ça m'a changé beaucoup. J'ai appris à être plus flexible dans tous les plans. Et partager les tâches ménagères aussi, c'est un autre... Tout ça, ça donne du sens en fait. Oui. Ouais. Et toi, Kitri, la fin? La fin. Je pense que j'ai appris à aimer vraiment à Lazare. Ouais. Malgré les défauts et tout des colocs. À aimer l'humain. Ouais, voilà, à aimer l'humain. Ça sera le mot de la fin. Et peut-être un dernier mot de la fin pour Gratien. Comment est-ce qu'on peut vous aider à l'association Lazare quand on est une entreprise ou quand on est une personne qui a envie de s'investir? Quelles sont toutes les manières de vous aider? Alors, il y a plein de manières de nous aider, que ce soit donc dans nos maisons, déjà dans nos maisons existantes, en fait, nos maisons, on est en permanence en train de chercher des nouvelles familles, donc 3 ans, ça revient finalement vite. Donc là, en ce moment, on cherche des familles à Nancy, à Lille, à Vaumoise, par exemple, et au Mans. On a besoin, toutes nos maisons ont besoin en permanence d'amis, de solidarité, de gens, des bénévoles qui vont venir s'investir. Il y a quel que soit son talent, il y a quelque chose à apporter. On est bricoleur pour aider, pour devenir référent technique. On veut venir au repas de l'amitié une fois par mois. On peut arriver 1 ou 2 heures avant pour cuisiner avec les colocs et préparer un bon plat chaud pour ceux qui viendront ce jour-là. On veut venir bricoler, repeindre, jardiner. Il y a des chantiers solidaires, etc. Donc ça peut s'appliquer à des individuels, mais ça peut aussi s'appliquer aussi à des entreprises qui, au-delà de leur soutien financier, veulent aussi fédérer et faire vivre cette rencontre. Voilà. Après, dans nos maisons à l'international, on a des besoins aujourd'hui, je pense notamment à la Suisse et au Mexique, de consolider nos conseils d'administration. Donc là, voilà, c'est aussi une manière très concrète de s'engager. On a besoin aussi autour de nos familles, on constitue ce qu'on appelle des conseils des sages, donc des gens qui vont avoir une expertise dans l'insertion professionnelle, dans la dimension psy ou autre, de venir un peu constituer un conseil des sages, comme son nom le dit, pour venir éclairer la décision des familles. Donc ça, c'est d'un point de vue très humain. Voilà, il y a encore plein d'autres manières. D'un point de vue ensuite plus matériel, eh bien, on a des besoins financiers. Qui peuvent se traduire par du don financier, mais aussi du don de produits ou de matériaux, ce qu'on appelle du mécénat en nature, qui peut se traduire aussi par faire la gratuité de services, donc du mécénat de compétences, donner ses compétences d'avocat, d'architecte, voilà, autant de compétences qu'on peut avoir au service du développement d'un projet. Voilà, et évidemment, le financier est une réalité. On a besoin de lever à Lazare 4,5 millions par an. Voilà, ça dit l'ampleur, si on veut continuer, en tout cas dans cette dynamique de développement dans laquelle nous sommes aujourd'hui, l'ampleur de notre besoin. Voilà, et pareil, aujourd'hui, un vrai besoin de nous aider à structurer, même financièrement, nos maisons de Suisse, de Mexique, d'Espagne d'Espagne et de Belgique. Voilà. Et après, il y a aussi un moyen très concret. On est en train d'ouvrir au Mans, on est en train d'ouvrir à Grenoble. Donc, on a besoin aussi de gens qui vont nous ouvrir des portes, qui vont vouloir nous aider dans la levée de fonds en local. On tient à fédérer les acteurs locaux dans notamment cette dimension mécénat, parce que c'est des gens qui, du coup, assez facilement pourront envoyer leurs collaborateurs,
venir partager un repas, venir vivre un moment. Pour nous, la transaction financière est évidemment indispensable, mais ce qu'on veut travailler avec chacun de nos partenaires, c'est cette rencontre qui est au cœur du projet associatif, qu'elle se vive aussi avec leurs collaborateurs, avec leurs clients. Donc autant de manières, on cherche de l'immobilier à Strasbourg, on cherche de l'immobilier à Londres, on est en train de mener une étude projet au Québec, à Montréal, donc autant de multiplicité dans les soutiens que vous pouvez nous Et apporter. il y a aussi le Vendée Globe avec Tanguy Le Alors, Turquet. ouais, absolument. Alors, le Vendée Globe, c'était le précédent projet. Ok. Aujourd'hui, c'est un projet avec un nouveau bateau qui est un trimaran qui s'appelle un Ocean 50. En fait, ce bateau, on l'a réalisé avec l'expérience de ces 3 années du Vendée Globe, avec un ambassadeur assez incroyable qui a été Tanguy Le Turquet, qui est maintenant secondé par Erwan Le Draoulec, son co-skipper. En fait, ce bateau, c'est vraiment un outil de communication incroyable au service de tout ce que je vous ai dit. Ouais. On se rend compte que le nombre de familles qui deviennent familles responsables, qui ont connu Lazare grâce à ce bateau, le nombre de bénévoles, le nombre de mécènes qui viennent à Lazare, c'est grâce à ce bateau. Donc ce bateau, pour nous, c'est vraiment le fer de lance de notre communication pour lever des fonds et pour recruter, qui sont nos 2 besoins permanents. Ouais. Recruter des familles, recruter des jeunes actifs, on a de la place évidemment dans nos maisons et on imagine que souvent l'été c'est la période un peu de décision où les jeunes peuvent dire tiens, j'arrête mon engagement à Lazare. Donc toutes les rentrées de septembre, on a besoin de jeunes pour venir prendre la suite dans cette vie de coloc. Et ce bateau répond à ce dernier engagement que se donne Lazare, que celui de participer à notre humble échelle au changement de regard sur le monde de la rue. Aujourd'hui, j'espère que ce beau témoignage de Marie et de Kitry font que demain, peut-être, ceux qui nous écoutent aujourd'hui auront envie peut-être pas de s'engager à Lazare, mais de rentrer dans une vraie relation belle, profonde, avec cette personne qu'elle côtoie, qui est seule, qui est à la rue, et apporter là où il est quelque chose, ce sera déjà une grande victoire. Donc ce bateau, c'est aussi cette vitrine qui a de belles choses à découvrir et que le monde de la rue a quelque chose à nous apporter à chacun et à apporter à la société. Merci Gratien, merci à tous les 3 pour ce beau témoignage. Alors vous l'aurez compris, si vous êtes une entreprise ou même à titre personnel et que vous souhaitez vous engager pour les autres, n'hésitez pas, peut-être que l'association Lazare est faite pour vous. C'est ainsi que s'achève cet épisode de Dans l'œil de la cyber avec l'association caritative Lazare dans le cadre du Podcaston 2026. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous rendre sur www.podcaston.org pour découvrir des milliers d'autres associations à travers la voix et le talent de super podcasteurs et podcasteuses. Pour ma part, j'ai adoré pouvoir échanger avec vous 3, Gratien, Marie et Kitry, sur cette aventure incroyable que sont les colloques Lazare. Que vos sourires continuent de rayonner au fil des rencontres et qu'ils portent bien au-delà de ces colloques l'esprit de fraternité et d'espérance qui anime l'association Lazare. Pour ma part, vous pourrez me retrouver comme d'habitude à travers le podcast Dans l'œil de la cyber sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et toutes les plateformes d'écoute et sur mon LinkedIn Anne-Laure de la Rivière. À très bientôt!